Êtes-vous certaine, demanda l'officier des états civils de la mairie pour la dernière fois. Elle ne répondit pas. Elle serrait le stylo jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Le néon au-dessus d'elle bourdonnait faiblement, comme quelque chose sur le point de mourir. La pièce sentait le vieux papier et le jugement silencieux. Puis, elle signa. Camille de Valois, héritière du groupe de Valois, fille de l'une des plus anciennes fortunes du pays, venait d'épouser un homme portant des bottines usées et une veste tachée de cambouis. Elle entendit les rires étouffés derrière elle. Elle sentit le poids de chaque regard dans ce bureau municipal gris et s'enfoncer dans sa nuque comme une punaise. Elle a perdu la tête. La pauvre. Avec quoi l'ont-ils menacée? Mais alors, juste au moment où l'homme à côté d'elle attrapait le stylo, tous les téléphones de la pièce se mirent à vibrer en même temps. Un frisson parcourut la petite assemblée. Les gens fouillèrent dans leurs poches, jetèrent un coup d'œil à leurs écrans, et leurs expressions changèrent. Confusion. Incompréhension. Alerte. Les marchés venaient de bouger. Quelque chose d'énorme venait de se produire dans le monde financier. Un nom occulté depuis une décennie, enterré sous des sociétés écrans et des gros titres délibérément effacés, venait de refaire surface. Camille ne regarda pas son téléphone. Elle regarda l'homme à côté d'elle. La mâchoire calme, la fermeté de sa main pendant qu'il signait. Il signa son nom, Lucas Moreau, sans hésitation, sans théâtralité, sans même un battement de cils. Puis il reboucha le stylo et le posa dans un silence parfait. Camille ne le savait pas encore, mais l'homme qu'on venait de la forcer à épouser était la raison pour laquelle tous les téléphones de cette pièce sonnaient. Le groupe de Valois avait été pour Camille à la fois un héritage et une prison. Elle avait grandi en comprenant deux choses, que le nom de sa famille avait un poids immense à Paris, et que le prix à payer pour le porter était une obéissance totale. Son père, Gérard de Valois, n'était pas cruel à la manière des monstres. Il était cruel à la manière des architectes, précis, structurels, convaincus que chaque mur qu'il bâtissait servait à protéger quelqu'un des autres. C'était un mardi de mars lorsqu'il l'avait convoquée dans la bibliothèque. Elle vivait dans l'appartement de l'hôtel particulier familial depuis son retour de Londres, où elle avait passé 3 ans à se bâtir une petite mais authentique carrière des analystes financières. Elle y excellait, elle était même brillante. Mais Gérard elle avait rappelé 6 mois plus tôt avec une seule phrase, « L'entreprise a besoin de toi ici ». Et Camille, qui ne s'était jamais totalement affranchie de la gravité de cette maison, était rentrée. La bibliothèque sentait le cuir et la cire au citron. Son père était assis derrière son bureau. Sa belle-mère, Béatrice, se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, regardant le jardin comme si rien de tout cela ne requérait son attention directe. L'oncle de Camille, le frère cadet de son père, Charles, était assis dans le fauteuil en cuir dans le coin, faisant tourner un liquide ambré dans son verre. « Assieds-toi, Camille, dit son père. » Elle s'assit. Il lui dit la vérité sans préambule, ce qui était sa version de la clémence. Le groupe de Valois ne traversait pas simplement une mauvaise passe, il s'effondrait. 3 investissements ratés consécutifs, une acquisition par effet de levier qui avait mal tourné, et le retrait discret mais dévastateur d'un partenaire institutionnel majeur les avait laissés exposés d'une manière que des années de réputation ne pouvaient masquer. Dans 6 semaines, à moins d'un miracle, il serait contraint à un redressement judiciaire. Camille écouta. Elle sentit le sol se dérober légèrement sous ses pieds. « Il y a une solution, dit son père. » Elle ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. Il y avait un homme, un créancier, indirectement lié par une chaîne de holdings, qui avait accepté de lancer une bouée de sauvetage cruciale au groupe de Valois. Pas en échange de parts ou de conditions de remboursement. En échange d'autre chose. Un mariage. Camille le dévisagea. « Il s'appelle Lucas Moreau, dit Gérard. »« Je sais ce qu'est un mariage de complaisance, dit Camille d'une voix blanche. Je vous demande pourquoi vous pensez que j'y accepterai. Parce que l'alternative, dit Charles depuis son fauteuil sans lever les yeux de son verre, c'est que tout cela disparaisse. L'entreprise, l'hôtel particulier, les fondations, le personnel, tout. » Béatrice se détourna de la fenêtre. « Nous ne te demandons pas de l'aimer, Camille. Nous te demandons d'être pragmatique. » Qui est-ce? La pause de son père fut presque imperceptible. C'est un père célibataire, un homme de la région. Il a une fille. Il vit simplement. Il est pauvre, dit Camille. Il est modeste, rectifia prudemment Gérard. Il est pauvre, répéta TL.
C'est ce que vous êtes en train de me dire. Vous voulez que j'y épouse un homme sans argent pour sauver une entreprise qui n'a plus d'argent. L'arrangement a été conclu, trancha son père. Les papiers sont prêts. Elle les regarda tous les trois. Elle allure étudiée de son père. Le visage soigneusement impassible de Béatrice. Le verre de Charles. Le prix à payer pour garder tout ça, dit-elle lentement, c'est moi. Personne ne la contredit. La salle des mariages de la mairie était petite, sans écho et sentait le vieux papier. Lucas Moreau était déjà là lorsque Camille arriva avec sa tante comme témoin. Il était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, svelte, avec des cheveux bruns qui auraient eu besoin d'une coupe et une mâchoire qui portait une barbe d'1 jour et demi. Sa veste était propre mais visiblement usée. Ses bottines étaient élimées au talon. Il tenait ses mains lâchement le long de son corps. Il la regarda quand elle entra, sans fin, sans triomphe. Pas avec l'espoir prudent d'un homme qui savait qu'il recevait quelque chose au-dessus de sa condition. Il la regarda avec une sorte de calme attentif, comme un homme qui avait déjà décidé comment cette journée allait se dérouler et qui s'était fait une raison. Elle ne lui adressa pas la parole avant la cérémonie. Elle le regarda à peine. Êtes-vous certaine? Le stylo, la signature, les rires qu'elle ne se retourna pas pour affronter, et puis ce fut fait. Lucas Moreau vivait à 20 minutes de Paris, dans une banlieue qui avait autrefois été ouvrière et qui se trouvait maintenant dans cette phase intermédiaire et ambiguë de la gentrification. Les maisons étaient petites. Les arbres étaient grands et anciens. La rue était calme, de cette manière si particulière aux endroits où les gens vivent vraiment leur vie au lieu de la mettre en scène. Sa maison était une meulière des années 1940 avec une porte d'entrée verte et un petit porche qui s'affaissait très légèrement sur la gauche. Le jardin n'était pas taillé au cordeau. Un vélo était appuyé contre la clôture. Un carillon fabriqué avec du bois flotté et du verre poli par la mer pendait sous le toit du porche. Camille se tint devant le portail avec sa seule valise à roulettes qu'elle avait préparée comme pour un voyage de 2 semaines, car elle ne s'était pas autorisée à penser au-delà, et elle regarda la maison pendant un long moment. Lucas déverrouilla la porte d'entrée et la tint ouverte. Elle entra. L'intérieur était exigu et sans prétention. Les plafonds étaient bas. Le parquet des origines était usé jusqu'à prendre une chaude couleur miel. La cuisine était visible depuis l'entrée, une cuisine jaune avec des casseroles en cuivre suspendues à une grille, une corbeille de fruits sur le comptoir et un dessin des enfants accroché au réfrigérateur par un aimant en forme de homard. C'était propre. C'est la première chose que Camille remarqua, et elle détesta que cela la surprenne. La deuxième chose qu'elle remarqua, ce fut la petite fille. Elle apparut du couloir, 8 ans, petite pour son âge, avec les cheveux sombres de son père et une expression et une curiosité absolument désarmante. Elle portait un t-shirt avec un schéma du système solaire. Et elle tenait un livre sur les créatures des abysses. Elle regarda Camille. Camille la regarda. « Salut, dit la fille. Tu vas habiter ici maintenant? Chloé, dit Lucas, doucement mais fermement. Oui, dit Camille, pour le moment. Chloé considéra cette réponse avec le sérieux concentré de quelqu'un qui archive soigneusement une information. Puis elle dit, tu veux voir ma chambre? Peut-être plus tard. D'accord. Chloé regarda son père. Papa, elle est jolie. Je sais, dit Lucas. Camille détourna le regard. Dans les jours qui suivirent, Camille cartographia la géographie de la maison et ses rythmes comme si elle était une espionne cataloguant un territoire étranger. Lucas se réveillait à 5h30. Elle l'entendait, pas distinctement, mais dans les grandes lignes, se déplaçant silencieusement dans la matinée. Quand elle sortait de sa chambre à 7h, le café était déjà prêt et il y avait de quoi manger, des œufs, des tartines ou des fruits, tout ce qu'il y avait dans la maison. Il ne l'annonçait jamais. Il laissait simplement les choses là. Elle mangeait parce qu'elle avait faim. Il était mécanicien. Il travaillait dans un garage indépendant à 3 rues de là. Le genre des endroits avec une enseigne peinte à la main et un parking qui sentait en permanence l'huile de moteur. Il partait chaque matin à 7h15. Il rentrait à 18h. Le mardi, il récupérait Chloé plus tôt à l'école pour son cours de natation à la piscine municipale. Le jeudi, il aidait pour une activité à l'école, elle en déduisit que c'était un club de sciences. Il ne demandait rien à Camille. Il n'imposait pas son emploi du temps au sien. Il ne s'expliquait pas. Elle trouvait cela, à sa manière, plus déstabilisant que de l'hostilité. Un soir, elle rentra et trouva ses escarpins,
une paire en cuir italien qu'elle avait portée à une réunion, fortement éraflée sur le pied gauche parce qu'elle avait trébuché sur un trottoir, posé près de la porte. Réparée. Et les raflures étaient invisibles. Le cuir avait été poli. Elle les ramassa et les examina. Elle n'en dit rien au dîner. Il n'en dit rien non plus. Chloé parlait d'un documentaire qu'elle avait vu à l'école sur les cheminées hydrothermales au fond de l'océan. Il y a des créatures qui vivent là et qui n'ont pas du tout besoin de la lumière du soleil, dit-elle avec la conviction évangélique d'une personne récemment convertie. Elles utilisent juste les produits chimiques des roches. Elles vivent là-dessous depuis peut-être 1 milliard d'années. 1 milliard d'années, dit Lucas. C'est ce que les scientifiques pensent peut-être. Papa, est-ce que quelque chose pourrait vivre au fond de notre océan qu'on n'a pas encore trouvé? Probablement. Probablement oui ou probablement peut-être. Probablement oui. Chloé sembla satisfaite. Elle regarda Camille. Que est-ce que tu en penses? Camille hésita. Je pense que l'océan est en grande partie inexploré. On découvre de nouvelles espèces chaque année. Chloé la fixa. Tu aimes l'océan? Je ne le connais pas assez bien. On pourrait y aller un jour, dit Chloé avec cette magnifique absence de gêne propre aux enfants qui ne comprennent pas que certaines choses sont compliquées. Papa m'emmène parfois sur la côte normande. Il y a un endroit pour la pêche à pied à marée basse. Camille baissa les yeux sur son assiette. Peut-être. Elle ne dit pas non. C'était la première fois qu'elle ne disait pas non. Camille n'était pas une femme qui ignorait les incongruités. C'était ce qui elle avait rendu douée en analyse financière. La capacité de regarder un bilan et de sentir, de manière presque viscérale, que quelque chose n'allait pas avant de pouvoir articuler précisément quoi. Un chiffre dans la mauvaise proportion. Une hypothèse qui ne tenait pas. Une structure qui semblait solide sous un angle et montrait ses failles sous un autre. Elle commença à ressentir cette sensation autour de Lucas Moreau environ 3 semaines après le début de leur arrangement. Cela commença par de petits détails. Elle était en visioconférence avec un collègue, un ancien collègue en réalité. Son travail à Londres n'avait pas survécu à son retour en France et elle essayait de reconstruire une sorte de cabinet de conseil à partir du réseau de la famille de Valois. Elle appelle concernait une société des investissements immobiliers cotés qui était en cours de restructuration, et elle débattait des mérites d'une position particulière en fonds propres et en dette. Elle n'avait pas réalisé que Lucas était dans la cuisine jusqu'à ce que l'appel se termine. Elle entra pour se resservir du café et le trouva en train de faire la vaisselle, apparemment imperturbable. « Désolé, dit-elle. J'y ai parlé trop fort? Non. Elle se versa du café. La structure de swap qu'il propose, dit-il sans se retourner, ne fonctionne que si les hypothèses de rendement sous-jacentes se maintiennent. Si leurs projections de taux de capitalisation sont fausses de plus de 40 points de base, tout le montage s'effondre. Elle se tourna pour le regarder. Il rinçait un verre. Il ne leva pas les yeux. C'est. Elle s'arrêta. C'est une observation très spécifique. Tu parlais assez fort, dit-il. Où as-tu appris ce qu'est un taux de capitalisation? Il posa le verre sur l'égouttoir. J'y ai lu ça quelque part. Elle l'observa un instant. Il s'essuya les mains sur un torchon et quitta la cuisine. Elle resta là avec son café qui refroidissait. 2 semaines plus tard, un appel téléphonique. Elle rentra du jardin. Elle avait pris l'habitude de passer ses appels matinaux dehors parce que la lumière y était meilleure et qu'elle l'aidait à réfléchir, et elle trouva Lucas au téléphone dans le couloir. Il parlait d'une voix basse et posée. Elle saisit des fragments. La position sur Singapour. J'y ai dit de la conserver. Elle n'y touchait pas jusqu'à mon ordre. Le rachat de l'entreprise Rousseau, non. Laissez tomber. Le passif n'est pas intégré dans le prix. Dites-leur que je ne suis pas disponible. Je ne serai pas disponible. Ils savent pourquoi. Il raccrocha quand elle franchit la porte. Il la regarda sans expression. Le travail, demanda-t-elle. Ouais, dit-il. Il partit pour le garage, enfila sa combinaison et conduisit jusqu'à l'atelier. Cet après-midi-là, elle ouvrit l'actualité financière sur son ordinateur et chercha le rachat de Rousseau, une entreprise de logistique de taille moyenne qui faisait l'objet d'une guerre des enchères depuis 1 mois. À 18 h, le favori s'était retiré. Au matin, l'accord était mort.
Elle resta immobile dans son bureau à domicile et pensa à un mécanicien dans un couloir disant à quelqu'un de laisser tomber une acquisition qui s'était effondrée par la suite. Elle pensa à la remarque sur le taux de capitalisation. Aux chaussures réparées. À la cuisine jaune, à éléments homard et aux carillons en bois flotté. Des choses qui ne collent pas, pensa-t-elle. Elle ne le confronta pas encore, mais elle commença à prêter attention d'une manière différente. Elle attaque, quand elle survint, fut chirurgicale. Camille elle apprit un mercredi matin. Une campagne coordonnée par un concurrent. Une holding dirigée par un homme nommé Victor Laurent, qui tournait autour de la position affaiblie du groupe de Valois depuis des mois, avait provoqué le retrait soudain des 3 derniers créanciers institutionnels. À midi, les lignes de crédit de l'entreprise étaient suspendues. À 15 heures, son père l'appelait avec une voix qu'elle ne lui avait jamais connue auparavant. Fine, vidée de toute assurance. C'est fini, dit-il. Elle ne lui dit pas de ne pas dire ça. Elle n'était pas sûre qu'il ait tort. Elle passa le reste de la journée à passer des appels qui n'aboutissaient à rien, à envoyer des emails qui restaient sans réponse, et à avoir une série de conversations avec des avocats qui utilisaient un langage prudent signifiant qu'il n'y avait aucune issue favorable. Le soir venu, elle avait cessé d'essayer de trouver des solutions. Elle s'assit dans le salon de la petite meulière. Lucas allait chercher Chloé à la piscine. Ils avaient eu du retard. Elle avait la maison pour elle seule et s'autorisa, pour la première fois depuis des années, à être simplement terrifiée. Le groupe de Valois avait ses échecs, ses cruautés et son architecture de contrôle. Mais il avait aussi été, dans un sens fondamental, la structure qui soutenait tout. Sans lui, son père n'aurait plus rien. Le monde soigneusement entretenu de Béatrice se dissoudrait. Les programmes caritatifs de la Fondation, qui étaient, elle devait l'admettre, véritablement bénéfiques, indépendamment de la façon dont ils étaient utilisés socialement, prendraient fin. Des centaines de personnes qui travaillaient pour l'entreprise se retrouveraient au chômage. Elle enfouit son visage dans ses mains. Elle entendit la porte déentrer. Elle leva la tête, se composa rapidement une contenance, ou essaya de le faire. Elle savait que ses yeux étaient rouges. Lucas entra le premier. Il vit son visage. Il ne dit rien dans l'immédiat, ce dont elle lui fut reconnaissante. Chloé passa en courant devant lui vers sa chambre, racontant déjà à personne en particulier comment elle avait fait un battement de papillon, et la maison se remplit brièvement du bruit d'un enfant existant bruyamment dans un petit espace. Mauvaise journée, dit Camille. Ce n'était pas une question. Tu veux en parler, demanda-t-il. Non. Il hocha la tête. Il alla dans la cuisine. Elle l'entendit s'affairer. Au bout d'un moment, il revint avec 2 tasses de thé, pas de café, qu'elle préférait des habitudes, mais d'une certaine manière, le thé était ce qu'exigeait le moment, et il s'assit dans le fauteuil en face d'elle sans dire un mot. Ils restèrent assis ainsi pendant 20 minutes pendant que la voix de Chloé dérivait de sa chambre, expliquant longuement quelque chose à ses peluches. Camille ne pleura pas. Elle fut à 2 doigts de le faire, mais elle s'en empêcha. Ça va s'effondrer, dit-elle finalement. Il enveloppa sa tasse à 2 mains. Parfois, les choses s'effondrent. L'entreprise de ma famille, tout ce que mon grand-père a construit. L'entreprise, c'est ce que tu voulais, demanda-t-il. Elle le regarda. Quoi? C'est ce que tu voulais, ou c'est ce que tu étais censé vouloir? Elle ne répondit pas. Elle n'était pas sûre de connaître la réponse. Il n'insista pas. Elle dormit mal cette nuit-là. Elle se réveilla à 4 heures du matin et trouva la maison sombre et silencieuse. Elle alla dans la cuisine pour boire de l'eau et remarqua, par la fenêtre, que la camionnette de Lucas avait disparu. Elle resta à la fenêtre pendant un long moment. Le matin, la nouvelle tomba. Un fonds d'investissement anonyme opérant via une entité holding enregistrée au Luxembourg, sans administrateur public, avait pris position de manière discrète mais décisive dans le groupe de Valois. Il avait racheté les parts des créanciers qui s'étaient retirés avec une prime, restructuré la dette restante et accordé un prêt relais opérationnel complet à l'entreprise. Aucune condition n'avait été rendue publique. Le groupe de Valois était sauvé. Personne ne savait qui elle avait fait. Camille s'assit à la table de la cuisine avec son café, les nouvelles ouvertes sur son ordinateur, elle regarda la chaise en face d'elle, la chaise vide où Lucas Moreau prenait son petit déjeuner tous les matins, et sentit un frisson glacé la traverser. Le gala de charité au Palais Brongniart était le genre d'événement auquel Camille assistait chaque année depuis l'âge de 16 ans.
Il se tenait dans le grand salon d'un bâtiment qui était déjà vieux quand sa grand-mère était jeune, et il attirait exactement le genre de personnes qui mesuraient leur valeur à la taille de leur table et à la marque de leur costume. Elle avait essayé d'éviter d'y aller cette année. Elle avait inventé 3 excuses différentes, mais son père avait été clair. Son absence serait interprétée comme un signe de faiblesse. Et l'entreprise ne pouvait pas se permettre des autres signes de faiblesse en ce moment. Elle n'avait pas prévu d'emmener Lucas. Il s'était proposé. Elle avait regardé, avec la combinaison qu'il venait d'enlever, la demi-lune sombre de cambouis sous l'ongle d'un de ses pouces qui ne partait jamais vraiment au lavage, et elle avait dit, sans réfléchir, « Tu n'es pas obligé. » « Je sais, » avait-il répondu. « Tu veux que je vienne ?» Elle avait pensé au fait d'entrer seule dans cette salle. Aux questions, aux regards. Oui, avait-elle dit, se surprenant elle-même. Il portait un costume sombre. Elle ne savait pas d'où il sortait. Il était très bien taillé, ce qui la surprit, bien qu'elle essaya de se dire que cela ne devrait pas l'étonner. Il ne fit aucun commentaire sur sa robe, qui était longue, bleu marine, et qu'elle avait mis 40 minutes à choisir. Il la regarda simplement quand elle sortit de la chambre et dit, « Prête ?» Elle n'était pas prête. Le hall du palais était plein lorsqu'ils arrivèrent. Camille reconnut immédiatement des visages, des membres du conseil des administrations, de vieux amis de la famille, des concurrents portant le masque de collègue. Elle sentit les regards se poser sur elle, puis, avec une curiosité subtile mais indéniable, glisser vers l'homme à ses côtés. Le premier incident eut lieu au vestiaire. Un agent de sécurité, jeune, prétentieux, dans un smoking de location, barra la route à Lucas. « Monsieur, puis-je voir votre invitation ?» Lucas mit la main dans la poche de sa veste. Camille, qui avait un demi-pas d'avance, se retourna. « Il est avec moi, dit-elle. »« Bien sûr, mademoiselle de Valois. » L'homme s'écarta, mais non sans avoir laissé son évaluation transparaître sur son visage. Le deuxième incident se produisit pendant le cocktail. Un homme nommé Grégoire Blanc, le genre des hommes qui n'avaient jamais fait la différence entre réseauter et chasser, les repéra de l'autre bout de la pièce et s'approcha avec l'assurance facile de quelqu'un qui n'avait jamais eu besoin d'être invité nulle part. Camille. Il lui fit la bise. Ses yeux étaient déjà fixés sur Lucas. « Et voici mon mari, » dit Camille. Quelque chose traversa le visage de Grégoire. Il se reprit vite. Évidemment. J'y en avais entendu parler. Il tendit la main à Lucas. « Que faites-vous dans la vie ?»« De la mécanique, » dit Lucas. « Ah !» Le sourire de Grégoire ne vacilla pas, « Eh bien, tant mieux pour vous. » Il s'éloigna. Le troisième incident fut celui qui changea la donne. Un homme qu'elle ne connaissait pas, corpulent, avec une montre hors de prix, l'air de quelqu'un dont la richesse était trop récente pour ne pas ressembler encore à un déguisement, s'arrêta à côté de Lucas près du bar et le dévisagea de la tête aux pieds, lentement, comme on regarde quelque chose en décidant si on va le toucher. « Vous êtes le mécanicien, » dit l'homme, celui qu'elle a épousé. Lucas le regarda sans expression. « Oui. Vous avez conduit la voiture jusqu'ici aussi ?» Il rit d'un rire conçu pour être entendu. Et il fut entendu par le petit groupe de personnes à proximité. « Où est-ce que vous l'avez juste garé ?» Camille avait entendu à 1 mètre de là. Elle avait passé toute sa vie à naviguer dans des pièces comme celle-ci. Elle savait exactement comment arrondir les angles, comment s'éloigner, comment faire diversion, comment protéger tout le monde, y compris la personne insultée, de l'indignité d'un scandale public. Elle resta parfaitement immobile. Puis elle s'avança et passa sa main sous le bras de Lucas. « En fait, » dit-elle distinctement pour que le petit cercle de personnes ayant assisté à l'échange l'entende, « c'est mon mari. Et si vous souhaitez conserver votre invitation pour l'événement de l'année prochaine, je vous suggère de vous en souvenir. » L'homme cligna des yeux. Le groupe des invités à proximité trouva soudainement autre chose à regarder. Lucas ne réagit pas, pas visiblement, mais elle sentit, à travers la légère pression de sa main sur son bras, quelque chose changer. Une longue expiration, presque imperceptible, comme un homme qui avait retenu quelque chose pendant très longtemps et qui venait de le relâcher un peu. Plus tard, dans la voiture qu'elle conduisait, ce qui était devenu leur habitude, bien qu'elle n'ait jamais fait de commentaire à ce sujet, elle fixa la route et garda le silence pendant un long moment. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, » dit-il. « Je sais. Merci. » Elle changea de voix. Les lumières de la ville s'étalaient en traînées orange sur la chaussée mouillée.
Je suis désolé, dit-elle, de ne pas l'avoir fait plus tôt. Il ne répondit pas. Mais il ne détourna pas non plus le regard de la fenêtre. Ce fut le premier vrai moment, pensa-t-elle. C'est là que tout a commencé. Camille n'était pas, par nature, du genre à laisser les choses en plan. Le vendredi suivant le gala, pendant que Lucas était au garage et Chloé à l'école, Camille s'assit à son bureau avec sa deuxième tasse de café et ses meilleurs instincts de recherche, et commença à tirer les ficelles. Lucas Moreau. Le nom n'était pas totalement absent des internets. Il y avait juste le bon nombre des archives publiques, le genre qui ancre une personne dans le monde, mais plus on creusait, plus c'était étrange. Des déclarations fiscales, une licence commerciale pour le garage, enregistrée il y a 6 ans, un dossier des inscriptions scolaires pour Chloé, une ancienne adresse dans une autre ville. Avant cela, presque rien. Un vide de près de 3 ans. Et avant ce vide, elle faillit le manquer. L'article était enterré dans des archives, derrière un paywall, tiré d'une revue financière à laquelle elle dut se connecter avec ses anciens identifiants des analystes. Il datait d'il y a 11 ans. Le titre disait « Le PDG de Moreau Capital Partners disparaît de la vie publique, laissant derrière lui un mystère à 7 chiffres. » Elle le lut 3 fois. Lucas Alexandre Moreau, 29 ans à l'époque de l'article, fondateur et PDG de Moreau Capital Partners, une société de capital risque et de capital investissement qui avait, en moins de 4 ans d'existence, généré des rendements qui suscitaient des comparaisons avec les débuts de carrière des investisseurs les plus célèbres du pays. L'article estimait qu'au moment de sa disparition de la vie publique, les entités qu'il contrôlait directement et par l'intermédiaire de mandataires représentaient entre 3 et 5 milliards d'euros de capital. Il était parti, sans annonce, sans communiqué de presse, sans dépôt réglementaire au-delà du strict minimum. Il avait transféré le contrôle opérationnel de l'ensemble, installé un conseil des administrations indépendant, mis en place une structure de fiducie et une complexité exceptionnelle, et s'était volatilisé. L'article spéculait, burn-out, santé mentale, crise personnelle. Il y avait des allusions, soigneusement formulées, à une trahison, quelqu'un de proche, quelqu'un de la haute direction de sa propre entreprise, qui avait agi contre lui d'une manière significative. Les détails n'étaient pas publics. Les poursuites judiciaires, s'il y en avait eu, avaient été réglées à l'amiable. Il avait tourné le dos à des milliards d'euros, et il s'était construit une vie dans une maison en meulière avec une porte verte, un carillon en bois flotté et une fille qui adorait les abysses. Camille s'adossa à sa chaise. Elle repensa à l'appel téléphonique qu'elle avait surpris. À la remarque sur le taux de capitalisation, au fond anonyme qui s'était matérialisé du jour au lendemain pour sauver l'entreprise de sa famille. Elle pensa aux bottines usées, aux chaussures réparées, aux 2 tasses de thé lors de la pire des soirées. Elle pensa à la question qu'il lui avait posée, « C'est ce que tu voulais ? Ou c'est ce que tu étais censé vouloir ?» Elle referma son ordinateur portable. Elle resta assise là un long moment à réfléchir à ce que cela signifiait de choisir volontairement la petitesse, de gagner le droit d'être ordinaire, de protéger un enfant d'un monde qui vous avait exploité de toutes les manières possibles. Elle pensa à ses propres raisons de l'épouser, la coercition, l'obligation, l'absence de toute autre échappatoire. Et elle ressentit, pour la première fois, une honte très profonde et très inconfortable. Le Forum de la Finance à Paris se tenait une fois par an dans une tour de verre et des aciers du quartier de la Défense. Camille y assistait parce que l'un des partenaires institutionnels du groupe de Valois le lui avait expressément demandé, et parce qu'elle essayait de démontrer que l'entreprise avait encore une direction qui se montrait. Elle ne s'attendait pas à ce que Lucas y soit. Elle ne s'attendait pas à ce que la conférence, dans son espace VIP réservé aux personnes accréditées, soit organisée autour de l'intervention d'une figure identifiée uniquement dans le programme comme partenaire fondateur, MCP Holdings. Elle ne fit le lien qu'au moment où elle était déjà dans l'ascenseur en train de monter. Les portes s'ouvrirent sur un vaste espace haut de plafond, aménagé avec la précision épurée d'un événement conçu pour des personnes qui n'ont pas besoin d'être impressionnées. Pas de tapis rouge, pas de compositions florales ostentatoires, juste des lignes épurées, un éclairage intelligent et une salle remplie de gens qui contrôlaient, collectivement, un pourcentage significatif du capital qui faisait tourner le monde. Camille prit un verre d'eau sur un plateau qui passait. Elle trouva sa place près du centre de la pièce. Elle regarda le pupitre vide. Les lumières changèrent. La salle fit le silence. Une porte à gauche de la scène s'ouvrit. Lucas entra. Il portait un costume qu'elle ne lui avait jamais vu, gris anthracite, parfaitement coupé,
le genre de vêtement qui disparaît sur un corps parce qu'il s'ajuste trop bien pour se faire remarquer. Ses cheveux étaient les mêmes. Sa mâchoire avait la même ligne. Ses mains bougeaient de la même façon, sans précipitation, posées. Il n'apportait rien avec lui, mais la salle se souleva pour l'accueillir. Pas littéralement. Personne ne se leva, mais quelque chose traversa les invités assemblés, comme une marée changeant de direction. Les chaises se redressèrent. Les têtes se tournèrent. Les conversations s'arrêtèrent au milieu d'une phrase. Le verre des hauts de Camille, qu'elle avait levé à mi-chemin de ses lèvres, s'arrêta net. Il atteignit le pupitre. Ses yeux balayèrent l'espace avec le calme de quelqu'un qui s'était déjà tenu dans des pièces comme celle-ci et les trouvait banales. Puis son regard croisa le sien. Elle ne bougea pas. Lui non plus. Une demi-seconde, le temps d'un battement de cœur, puis il détourna les yeux et dit dans le microphone, avec exactement le même calme qu'il utilisait pour dire à Chloé que oui, probablement, quelque chose vivait au fond de l'océan, commençons. Camille assista à 40 minutes de l'analyse la plus précise et tranquillement dévastatrice des flux de capitaux mondiaux qu'elle ait jamais entendu de la bouche d'une personne vivante. Autour d'elle, des gens dont le métier était de faire bouger les marchés prenaient des notes dans leurs carnets. Certains avaient sorti leur dictaphone, ce qui était contraire au protocole affiché à l'entrée, et personne ne les en empêcha. Après coup, alors que la salle se restructurait en conversation, elle ne s'avança pas vers lui. Elle attendit. C'est lui qui vint vers elle. Camille, dit-il. Lucas, dit-elle. Ils se tenaient à environ 1 mètre l'un de l'autre. Le bruit de la salle circulait autour d'eux comme elle autour de 2 pierres immobiles. Depuis combien de temps es-tu au courant, demanda-t-il. Quelques jours, dit-elle. J'y ai trouvé l'article. Il hocha la tête. Il regarda brièvement le sol, puis releva les yeux vers elle. J'y allais te le dire. Quand? Quand j'y aurais été sûr que c'était sans danger. Sans danger pour qui? Pour Chloé, dit-il simplement. Pour la vie qu'on s'est construite. Elle le regarda. Ce même visage qu'elle avait vu de l'autre côté d'une table au petit déjeuner pendant des semaines, de l'autre côté d'une table au dîner, dans une voiture, dans un couloir, ce même visage qu'elle avait ignoré, évalué et qu'elle commençait seulement, depuis peu, à vraiment voir. Je ne savais pas, dit-elle. Quand je t'ai épousé. Je ne savais pas, je sais, dit-il. Ce n'est pas. Elle s'arrêta, puis reprit. Ce n'est pas la seule chose que je veux dire. Je le sais aussi, dit-il. Mais ce n'est probablement pas l'endroit. Autour d'eux, les gens commençaient à avoir l'air curieux, calculateurs, lisant le langage corporel de l'homme qu'ils venaient tous de voir dominer une salle et de la femme qui se tenait si près de lui. Rentrons à la maison, dit-il. C'était la première fois que Camille réalisait, alors qu'il se dirigeait vers la porte, qu'elle considérait la maison en meulière avec la porte verte et le carillon en bois flotté comme sa maison. Ils rentrèrent en silence. Chloé était chez une amie, une soirée pyjama prévue qui semblait maintenant à Camille avoir été arrangée par l'univers pour leur offrir cette fenêtre de temps exacte. À l'intérieur, Lucas alla dans la cuisine. Elle l'entendit remplir la bouilloire. Elle resta dans le salon et regarda les dessins encadrés sur le mur, les dessins de Chloé mêlant crayons de couleur et aquarelle, une baleine, un volcan, une silhouette qui était manifestement censée représenter son père, dessiné très grand et avec un air très gentil. Elle l'entendit poser 2 tasses sur le comptoir. Elle rejoignit la cuisine. Raconte-moi, dit-elle. Il s'appuya contre le plan de travail et la regarda avec la même constance que des habitudes. Mais sans l'armure maintenant, ou avec moins d'armure. J'y ai fondé l'entreprise avec 2 personnes, dit-il. Mon meilleur ami de fac et une femme avec qui j'y étais depuis 4 ans. C'était nous 3 depuis le début. Au bout de 5 ans, ils ont transféré des capitaux des comptes clients vers un véhicule financier qu'ils contrôlaient, environ 12% du fonds. C'était fait minutieusement. Ça aurait été invisible pour la plupart des auditeurs, mais pas pour toi, ni pour moi. Que s'est-il passé? J'y ai dissous le partenariat, j'y ai réglé ça en privé, j'y ai remboursé chaque investisseur avec mes avoirs personnels, puis je suis parti. Il prit sa tasse. Chloé avait 2 ans. Sa mère était partie l'année précédente. C'est une autre histoire. Et je venais de passer 6 mois à voir 2 personnes que j'y aimais utiliser la confiance comme un outil. J'y en avais fini avec tout ça. Camille ne dit rien.
Je ne voulais pas que Chloé grandisse dans ce monde-là, dit-il. Ce monde où l'argent est la raison de tout, où chaque relation est un positionnement stratégique, où les gens te sourient et te calculent en même temps. Il fit une pause. J'y ai grandi dans le confort. Elle a grandi en sachant exactement ce qu'elle valait pour les gens autour d'elle, et ce n'était pas. Il s'arrêta. Je voulais juste qu'elle ait de vraies choses. Une vraie vie. Des vraies personnes. Camille regarda Élément Omar sur le réfrigérateur, la baleine au crayon sur le mur. Et l'arrangement avec ma famille, dit-elle, le mariage? Il posa sa tasse. Ton oncle Charles est venu me voir. Il savait qui j'y étais. Il avait fait des affaires avec un de mes anciens associés il y a des années. Il pensait que s'il pouvait structurer un accord via les holdings qui seraient publiquement associés à un moins que rien, ce serait invisible pour les concurrents de ta famille. Il la regarda fixement. Je ne le voulais pas. J'y ai dit non 2 fois. Que est-ce qui a changé? Il m'a montré ton dossier, dit Lucas. Pas le tien, celui de l'entreprise, les registres du personnel, les gens qui perdraient leur emploi, les programmes de la fondation. Une pause, puis, il m'a dit ce qu'ils allaient te demander de faire. Camille resta parfaitement immobile. J'y ai dit que je ne le ferais que si tu acceptais librement, dit-il. Il m'a dit que ce serait le cas. Je n'y ai pas cru une seconde. Je n'ai pas accepté librement. Je sais. Je n'avais pas le choix. Je le sais aussi. Il la regarda directement. C'est pour ça que j'y ai essayé de rendre la maison aussi vivable que possible. Je savais que je ne pouvais pas effacer les circonstances. Elle pensa au repas, au café déjà préparé, aux chaussures réparées, aux 2 tasses de thé lors de la pire soirée. Tu essayais d'être correct avec moi, dit-elle. Oui. Parce que tu te sentais coupable. Oui. Et parce que. Il s'arrêta. Parce que. Il resta silencieux un moment. Quand il reprit la parole, sa voix était différente. Pas plus faible, mais plus vulnérable. Parce qu'au bout de 2 semaines environ, j'y ai arrêté de me sentir coupable et j'y ai commencé à en avoir simplement envie. Camille le regarda. J'y avais envie de préparer le café, dit-il. J'y avais envie de réparer tes chaussures. Je ne l'ai pas fait parce qu'on t'avait fait du tort. Je l'ai fait parce que. Il regarda ses mains, puis releva les yeux. Tu as mangé les œufs. Tu as dit oui à Chloé quand elle t'a parlé de la pêche à pied. Tu as pris ma défense dans cette salle même quand tu pensais encore que je n'étais personne. Tu n'y étais pas obligé. C'était de l'instinct, dit-elle. Je sais. Et l'instinct dit des choses vraies. Camille posa sa propre tasse. Elle regarda l'homme qui se tenait de l'autre côté de la cuisine, l'homme à la voix douce et aux mains patientes, et la petite fille qui voyait les choses clairement et avec tant d'amour. Je me suis trompée sur toi, dit-elle, depuis le début, sur toute la ligne. Tu faisais avec ce que tu avais. C'est généreux de ta part. C'est exact. Il eut un demi-sourire. Tu ne te trompes pas souvent, Camille. Tu avais juste les mauvaises données. Elle sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Pas cette émotion désespérée et possessive de quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. Quelque chose de plus calme, de plus durable. Je ne sais pas ce que c'est, dit-elle, entre nous. Moi non plus. Mais je crois que j'y aimerais le découvrir. Honnêtement. Sans les circonstances. Il la regarda longuement. Moi aussi. Dehors, une voiture passa dans la rue silencieuse. Le carillon bougea faiblement sur le porche. Victor Laurent n'accepta pas la défaite avec grâce. Il lui fallut 3 semaines pour identifier la structure de la holding MCP et remonter jusqu'à Lucas. Quand il le fit, il agit vite, car les hommes comme Victor Laurent étaient dangereux, non pas en dépit de leur prévisibilité, mais à cause d'elle. Il fit ce qu'il faisait toujours. Il fit appel à toutes les faveurs, tous les moyens de pression, toutes les informations enterrées qui pouvaient servir des armes. Il avait quelqu'un de l'intérieur de l'ancienne entreprise de Lucas, un vestige de la trahison originelle, qui portait encore de vieilles rancœurs. Dans les 48 heures suivant son activation, cette personne avait fourni une histoire à un média des informations financières. Des allégations de violation des règles sur les valeurs mobilières lors de la dissolution du fonds initial, de vieilles accusations qui avaient été réglées en privé et enterrées, désormais ressuscitées et reformulées. L'histoire fut publiée un jeudi matin.
Camille elle a pris à 7 heures du matin quand son téléphone se mit à sonner. Elle lut l'article à la table de la cuisine pendant que Lucas préparait le déjeuner de Chloé pour l'école. Elle le lut 2 fois. Puis elle posa le téléphone face contre table et le regarda. « Tu es au courant ?» dit-elle. « Je sais » dit-il. Il scella le sachet du sandwich de Chloé et le mit dans son sac à dos. « Ce n'est pas vrai. »« Non. »« Tu as les documents pour le prouver. »« Tout a été conservé » dit-il. « Chaque communication, chaque registre de transaction. Mes avocats ont tout archivé depuis le règlement à l'amiable. » Elle réfléchit à toute vitesse. Alors l'histoire meurt dès que nous les publions. Mais ils le savent. Ce qui veut dire que ce n'est pas la vraie attaque. C'est une diversion. Il la regarda. Que prépare Laurent des autres, dit-elle. Ils passèrent l'heure suivante à la table de la cuisine. Chloé avait été accompagnée à pied chez la voisine qui s'occupait du covoiturage pour l'école. Avec 2 ordinateurs portables ouverts entre eux, Camille traquait les mouvements du marché. Lucas passa 3 appels, courts et directs, à des personnes dont elle comprenait maintenant qu'elle n'était pas de simple contact de l'industrie automobile. À 9h30, elle avait compris. Laurent se servait du bruit médiatique pour créer une fenêtre d'opportunité. Pendant que l'attention était fixée sur l'histoire des valeurs mobilières, son groupe manœuvrait pour acquérir une participation de 40% dans une des principales filiales opérationnelles du groupe de Valois, auprès d'un actionnaire minoritaire qui subissait des pressions discrètes. Une fois cette position acquise, le groupe de Valois ferait face à une impasse décisionnelle, et les entités de Lucas, qui étaient devenues structurellement liées au redressement de Valois, seraient entraînées dans le conflit. « Il n'essaie pas de te détruire, dit Camille. Il essaie de te piéger. De te forcer à sortir de l'ombre. De t'obliger à te battre publiquement. » Lucas regarda l'écran. Sa mâchoire était crispée. « Si tu te bats publiquement, continua Camille, tu perds la vie que tu t'es construite. Tout ce que tu as choisi. Et si je ne me bats pas, dit-il, ça te coûte l'entreprise. » À nouveau, elle le regarda. « Laisse-moi faire. Camille, laisse-moi gérer ce bloc des actions. Je connais cet actionnaire, Édouard Lemaire. Nous nous sommes rencontrés 3 fois à différents événements. Sa fille était à l'école avec moi pendant 1 an. Elle préparait déjà l'appel dans sa tête, calculant les angles. Il cède à la pression parce qu'il pense qu'il n'y a aucun avantage à être loyal. Je peux lui offrir un avantage. Tu vas marcher droit dans les tirs croisés de Laurent. Je sais. Il s'en prendra à toi personnellement. Il peut toujours essayer. » Elle le regarda fixement. « Tu as protégé l'entreprise de ma famille quand je n'avais rien à t'offrir. Quand je te... » Elle fit une pause. « Quand je te traitais mal. Tu l'as fait parce que c'était juste. Laisse-moi faire une chose parce que c'est juste. » Lucas la regarda pendant un long moment. Quelque chose bougea dans son regard. « D'accord, dit-il. » Elle appela Édouard Lemaire à 10h. À 11h, elle était dans une voiture. À 14h, elle était assise de l'autre côté d'une table de conférence face à un homme de 70 ans qui avait construit sa participation dans la filiale de Valois grâce à 4 décennies de relations patientes, et qui était profondément, visiblement mal à l'aise avec ce qu'on lui demandait. Elle ne lui fit pas un discours commercial. Elle ne négocia pas. Elle lui dit la vérité sur la campagne de pression, sur les intentions de Laurent, sur ce qui arriverait à la filiale si elle était absorbée par la structure de Laurent. Et puis elle lui dit ce qu'elle pouvait lui offrir. Les holdings de Lucas prendraient une position de protection dans son portefeuille, isolant 3 autres de ses actifs de la volatilité du marché qui s'annonçait clairement. Elle lui offrait un abri en échange de sa loyauté. Il la regarda par-dessus la table pendant un très long moment. « Votre père, dit-il finalement, ne m'a jamais rien demandé directement. Il envoyait toujours quelqu'un. »« Je sais, dit-elle. Vous êtes différente. J'y essaie de l'être. » Il signa l'accord de blocage à 15h15. La position de Laurent était bloquée. Au moment où le média des informations financières reçut la réponse de l'équipe juridique de Lucas aux allégations sur les valeurs mobilières 600 pages de preuves méticuleusement documentées, l'histoire commençait déjà à s'effondrer. En fin de journée, le média avait publié un rectificatif. Le lendemain matin, 3 publications concurrentes avaient sorti la vraie histoire, une tentative de détruire une entité des investissements opérant en toute légalité par le biais des accusations recyclées et réfutées.
Victor Laurent ne fit aucun commentaire public. Il n'en avait pas besoin. Le silence était une déclaration en soi. Camille rentra à la maison à 19h30. Lucas était dans la cuisine. Les lumières étaient allumées, chaudes et jaunes, et il y avait une odeur des herbes de Provence et des ails venant du four. Et Chloé était à table, faisant ses devoirs et expliquant apparemment à un crayon pourquoi le calmar géant était une espèce sous-estimée. Camille resta dans l'encadrement de la porte un instant avant que quiconque ne la remarque. Elle pensa, c'est une chose réelle. Voilà à quoi ressemble une vraie chose. Chloé leva les yeux. Thé est rentré. Je suis rentré. Thé a gagné? Camille regarda Lucas, qui elle observait depuis l'autre bout de la cuisine avec une expression qu'elle ne lui connaissait pas. Ouverte. Sans défense. Comme un homme qui avait passé des années à maintenir une porte fermée et qui elle avait finalement, prudemment, laissé s'ouvrir. Oui, dit Camille, nous avons gagné. 3 mois plus tard, la maison en meulière avait très peu changé. La porte des entrées vertes était la même. Le carillon bougeait toujours avec l'air qui sentait parfois la pluie quand les fenêtres étaient ouvertes, ce qui arrivait souvent maintenant. L'élément en marre retenait toujours les dessins de Chloé sur le réfrigérateur, bien qu'il y en ait de nouveaux, dont un qui, en y regardant de plus près, semblait représenter 3 personnes au bord de la mer, à marée basse, 2 adultes et un enfant avec un très gros crabe visible dans l'eau en dessous. Camille avait installé son bureau à la maison. Pas le bureau du groupe de Valois, elle avait accepté, à contre-cœur mais avec honnêteté, un rôle officiel dans la direction restructurée de l'entreprise, mais celui de son cabinet de conseil personnel. Le bureau de la maison avait une meilleure fenêtre de toute façon. Lucas lui avait construit une étagère le long du mur sud. Il l'avait fait sur 2 week-ends, avait tout mesuré avec précision, et elle n'avait rien dit sur le fait que c'était une installation permanente. Elle n'avait rien dit non plus. Certaines choses n'avaient pas besoin d'être dites à voix haute. Le groupe de Valois était stable. Gérard de Valois avait pris une retraite gracieuse, ou du moins aussi gracieuse qu'il en était capable, et avait cédé le contrôle quotidien à Camille et à un nouveau conseil des administrations. Camille avait insisté pour restructurer les programmes caritatifs en premier. Son père s'y était opposé. Elle l'avait fait quand même. Béatrice envoyait des fleurs quand le nom de Camille apparaissait dans un profil économique. Camille envoyait une carte de remerciement polie. Quant à Charles, elle ne lui avait pas parlé directement. C'était toujours compliqué. Cela resterait compliqué pendant un certain temps. Camille travaillait à l'accepter. Lucas n'était pas retourné à la vie publique. Il avait fait une déclaration par l'intermédiaire de son équipe juridique suite à l'affaire Laurent, confirmant son identité et son rôle opérationnel continu au sein de MCP Holdings. Il n'avait rien dit sur sa situation personnelle. C'était calculé précisément pour donner le minimum des informations nécessaires afin de clore le chapitre. Il travaillait toujours au garage 3 jours par semaine. Il avait essayé d'arrêter et avait découvert que ça lui manquait, cette satisfaction spécifique de voir quelque chose de cassé redevenir fonctionnel, d'avoir un problème avec une vraie solution. Camille était passée devant le garage une fois, délibérément, en allant à une réunion. Elle l'avait vu à travers les portes ouvertes, penchée sur un moteur dans sa combinaison, parlant à une cliente qui était une jeune femme à l'air inquiet, propriétaire d'une vieille berline qui était manifestement tombée en panne au pire moment possible. Elle avait regardé et écouté la femme décrire le bruit que faisait le moteur, hocher la tête, puis dire quelque chose qui avait visiblement détendu les épaules de la femme. Camille était restée assise dans sa voiture au feu rouge et avait ressenti quelque chose de si vif et de si calme qu'elle n'avait pas essayé de le nommer. C'était un samedi de fin juin quand elle le lui dit. Chloé était partie pêcher sur la côte avec la famille d'un voisin, son premier voyage sans l'un de ses parents, pour lequel elle avait fait campagne avec la détermination concentrée de quelqu'un qui avait hérité de la méthode de son père pour obtenir ce qu'elle voulait. Lucas avait accepté. Camille avait obligé Chloé à réciter 2 fois les consignes de sécurité. Ils étaient sur le porche. Fin des après-midi. Elle avait cette qualité qu'il a parfois au début de l'été, comme si le jour n'arrivait pas à se résoudre à finir. Camille lisait. Lucas ne faisait rien en particulier, ce qu'elle avait fini par reconnaître comme l'une de ses vraies compétences. La capacité d'être véritablement immobile sans que ce soit du vide. Elle posa son livre. J'y ai réfléchi, dit-elle. D'accord, dit-il. À ce que je veux. Pas à ce dont l'entreprise a besoin. Pas à ce dont ma famille a besoin. Ce que je veux. Il la regarda. Je veux rester, dit-elle.
Pas à cause des un accord, pas à cause des circonstances. Parce que je le choisis. Il resta silencieux. Je veux être ici, dit-elle. Dans cette maison, avec Chloé. Elle baissa les yeux sur ses mains. Avec toi. Camille, dit-il. Je sais que ce n'est pas. Je sais que les choses sont toujours compliquées. Je sais qu'il n'y a pas de moyen propre de séparer ce qui a été forcé de ce qui est devenu réel. Mais je pense. Elle s'arrêta. Recommença. Je pense que ce qui est devenu réel est plus réel que ce qui a été forcé. Je pense que c'est vrai pour nous deux. Il la regarda longuement. C'est vrai pour moi, dit-il. Alors j'y aimerais essayer, dit-elle. Honnêtement, depuis le début, plus ou moins. Sans l'architecture des décisions des autres. Il tendit la main à travers la petite distance qui séparait leur chaise et prit la sienne. Pas de manière dramatique, pas avec le poids d'un geste conçu pour être admiré, juste un geste calme et délibéré. Sa main, chaude, calleuse et parfaitement stable, se refermant sur la sienne. Elle regarda leurs mains. Elle le regarda. D'accord, dit-il. Chloé rentra à 19h, attrapant des coups de soleil et extatique, portant un bocal avec un Bernard l'ermite qu'on lui avait explicitement interdit de ramener à la maison. Elle l'avait ramené quand même, avec une explication détaillée toute prête impliquant que le crabe semblait blessé et nécessitait donc une observation. Lucas regarda le crabe pendant un instant. On va devoir reparler des règles, dit-il. Mais pour un soir, Chloé rayonnait. Elle posa le bocal sur la table de la cuisine, puis regarda Camille avec cette intensité directe qu'elle déployait parfois sans prévenir. « Tu restes » demanda-t-elle. Camille la regarda. Cette petite personne sérieuse, au cœur ouvert, qui elle avait regardé le premier jour dans cette maison et lui avait proposé de lui montrer sa chambre. « Oui, dit Camille, je reste. » Chloé réfléchit. Puis elle hocha la tête, avec l'air de quelqu'un dont l'évaluation avait été confirmée, plutôt que de quelqu'un recevant une nouvelle surprenante. « Bien, dit-elle. Le crabe s'appelle Copernic. » Absolument pas, dit Lucas. Il a une tête de Copernic. Il n'a une tête de rien du tout pour l'instant. C'est un crabe. Camille se mit à rire. Ce fut plus facile qu'elle ne l'aurait cru, plus plein, moins calculé. Un vrai son dans une vraie cuisine avec un mur jaune, une corbeille de fruits et un bocal sur la table contenant un Bernard l'ermite adopté illégalement. Lucas la regarda quand elle rit. Il ne dit rien. Mais elle le vit, cette chose dans son regard. Cette chose calme et immense. Et elle ne détourna pas les yeux. Plus tard, une fois Chloé au lit et Copernic relocalisés sur le porche avec de l'aération et de l'eau fraîche, au sujet desquels Chloé avait donné des instructions très précises, Camille se tint à la fenêtre de la cuisine et regarda le jardin sombre. Lucas vint se tenir à côté d'elle. Ils restèrent silencieux ensemble pendant un moment, de cette façon qu'ils avaient apprise, cette façon qui signifiait quelque chose plutôt que rien. « Je croyais que j'y allais tout perdre, dit-elle. Elle entreprise de ma famille. La vie qu'on m'avait dit que je devais avoir. Je sais. Et à la place, Elle s'arrêta. Regarda le jardin. J'y ai atterri ici. Est-ce que c'est pire? Elle se tourna pour le regarder. Non, dit-elle. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je ne le savais juste pas encore. Il la regarda. Dehors, le vent agitait le carillon en bois flotté et en verre poli, créant sa petite musique singulière dans l'obscurité. L'homme qui avait délibérément choisi la petitesse. La femme qui avait appris, pour la première fois, à choisir. L'enfant qui avait su, depuis le début, que c'était là que se trouvaient les bonnes choses. Une maison avec une porte verte. Un bocal sur le porche. Un crabe nommé Copernic, probablement. Tout était réel. Tout était choisi. Tout était, enfin, à eux.